En Haïti, poursuite des négociations entre Jimmy Carter et les militaires putschistes pour qu'ils acceptent de quitter le pouvoir avant une invasion militaire imminente. Nouvelle journée de violence à Sarajevo après 7 mois de trêve. À la fête du Front National, Jean-Marie Le Pen confirme sa 3e candidature à l'Élysée. Réussite des journées du patrimoine, les Français ont répondu présent à l'appel du passé. Plus de 10 000 monuments et bâtiments visités par plus de 6 millions de curieux. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, le PSG battu 2-0 à Lyon. Nous terminerons ce journal avec l'un des événements cinématographiques de l'année, la sortie du Colonel Chabert, un nouveau grand rôle pour Gérard Depardieu. Madame, Monsieur, bonsoir. À la Sainte-Nadège tombe la neige. Des records de froid ont été battus aujourd'hui en France, notamment à Lyon et dans le sud-est. La pluie et le mauvais temps risquent de gâcher des vendanges prometteuses. Les propriétaires de crus prestigieux en Bourgogne ont trouvé un moyen ingénieux mais coûteux de sécher le raisin. Éric Perrin. Au grand mot, les grands remèdes. L'hélicoptère comme sèche-cheveux, ou plutôt comme sèche-raisin. Les vendanges viennent de commencer en Bourgogne et la pluie vient contrarier sérieusement les belles prévisions de l'année. L'eau et le vin, ça a toujours fait mauvais ménage. Alors, pour sauver ces précieux Corton Charlemagne, millésime 94, un propriétaire n'a pas hésité à mettre la main à la poche. L'heure de vol, c'est 3 000 francs, la valeur d'une douzaine de bouteilles d'un des crus les plus chers de la région. Lui a pratiquement sauvé sa récolte. Les autres, eux, vendangent et le plus vite possible. Le froid et la pluie, ce n'est pas génial pour faire le millésime du siècle. Alors que l'île d'Haïti est toujours encerclée par une véritable armada, les négociations au finish se poursuivent à Port-au-Prince entre les militaires putschistes haïtiens et la délégation américaine menée par Jimmy Carter. Tout de suite le point avec Stéphane Magnier. Son avion aurait dû décoller à 17 h, mais l'ex-président Carter est toujours là, multipliant les rencontres de la dernière chance avec les militaires putschistes haïtiens. Chacun de ces déplacements se fait dans la cohue, au milieu des cris de quelques centaines de partisans du général Cedras, et donc hostiles au débarquement des forces de l'ONU. Car ce sont ces hommes qui ont le plus à craindre d'une vengeance populaire en cas de retour du président Aristide au pouvoir dans la foulée de l'intervention américaine. L'amnistie pour leurs hommes de main serait d'ailleurs l'une des conditions posées par les militaires haïtiens pour quitter le pouvoir. Le général Cedras et ses amis exigeraient également de rester dans l'île. Des conditions que les Américains ont toujours jugées inacceptables jusqu'à présent. Alors personne ne sait si l'insistance de Jimmy Carter est désespérée ou si au contraire un terrain d'entente commence à se dessiner que les deux délégations tenteraient d'approfondir. Elles en sont à leur 4e rencontre depuis hier. De toute façon, qu'elle soit violente ou non, l'intervention de l'armée américaine est imminente. Son chef d'état-major a confirmé que les États-Unis étaient engagés dans un processus complexe au calendrier précis qui n'était pas modifié par les entretiens en cours à Port-au-Prince. Le secrétaire américain à la Défense estime qu'une intervention militaire en Haïti ne prendrait pas plus de 48 heures. La force d'invasion internationale comprend en effet plus de 20 000 hommes suréquipés et surentraînés, alors que l'armée haïtienne compte au maximum 7 000 hommes. Les télés américaines sont déjà sur le pied de guerre pour un nouveau show médiatique. À Washington pour France 2, Jean-Marc Ilouz. Des tonnes et des tonnes de matériel de télévision pour nourrir une autre guerre, celle que se livrent déjà les grandes chaînes américaines. 4 stations de diffusion directe pour CNN, la chaîne d'information continue installée sur les hauteurs de Port-au-Prince. Le long suspense, qui a présidé au débarquement programmé et toujours attendu, a déjà coûté des millions de dollars. Et une fois encore, on a construit de A à Z, sur place, des rédactions américaines au complet. Le téléphone satellite s'est banalisé et les paraboles de diffusion ont poussé comme des champignons sur les terrasses des grands hôtels de Port-au-Prince. La nuit, des caméras infrarouges tourneront en permanence. Concurrence, mais aussi guerre psychologique, les préparatifs des forces américaines et même, et oui, leur plan de bataille, aimablement exposé par le Pentagone, histoire de jouer sur la fibre patriotique d'une opinion américaine réticente et d'impressionner ce téléspectateur haïtien pas comme les autres, Raoul Cedras, chef de la junte à Port-au-Prince. Mais cette fois-ci, le Pentagone ne pourra pas imposer de visite guidée aux journalistes comme pendant la guerre du Golfe. En territoire haïtien, les journalistes seront théoriquement libres de leurs mouvements. En contrepartie, les télévisions américaines ont accepté 2 engagements. 1, ne pas utiliser de lumière blanche comme la nuit du débarquement en Somalie. 2,
attendre, si nécessaire pour la sécurité des troupes américaines, 1 heure après leur hache, avant de diffuser leurs premières images du débarquement. En Bosnie, Sarajevo a connu aujourd'hui les combats les plus violents depuis le cessez-le-feu décrété il y a maintenant 7 mois. Un adolescent de 13 ans a été tué par un tireur embusqué et au moins 7 autres personnes ont été blessées par des tirs d'artillerie. Didier Eppelbaum. Les Serbes de Bosnie avaient promis d'étrangler Sarajevo. Ils tiennent parole. Grenades, armes automatiques, apparemment des tirs de mortier. Un adolescent de 13 ans tué dans le centre-ville. 7 blessés. Ce sont les incidents les plus graves depuis l'instauration de la zone d'exclusion de 20 km autour de la ville. Les rues de Sarajevo se sont de nouveau vidées cet après-midi. Les blessés ont été évacués dans des hôpitaux désorganisés par la coupure totale de l'eau, de l'électricité et du gaz pour la 4e journée consécutive. On opère à la lueur des lampes de poche. Les Serbes répondent donc par l'intransigeance à l'isolement et la purification ethnique se poursuit. Ces musulmans bosniaques ont été expulsés de leur maison. En tout, 1700 personnes déplacées hier et aujourd'hui. Hommes, femmes, enfants, vieillards. L'escalade n'est pas près de s'arrêter. Les puissances occidentales et la Russie doivent voter dans quelques jours de nouvelles sanctions contre les Serbes de Bosnie. En Suède, élections législatives sous la pluie. Quelques 6,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler les 349 députés du Parlement. Les sondages prévoient et confirment même ce soir une courte victoire des sociaux-démocrates qui devraient donc reprendre le pouvoir à la coalition sortante quadripartite de centre-droit. Invité ce midi de l'heure de vérité sur France 2, François Léotard a expliqué qu'il avait suivi avec une certaine tristesse l'intervention télévisée de François Mitterrand sur son passé. Le ministre de la Défense s'est déclaré d'accord avec son collègue de l'Intérieur, Charles Pasqua, pour condamner toute banalisation du régime de Vichy. Jamais 203, après 1974 et 1988, Jean-Marie Le Pen a confirmé cet après-midi sa 3e candidature à l'élection présidentielle, et cela devant les militants et sympathisants du Front National réunis sur la pelouse de Reuilly, près de Paris. Reportage Agnès Molnier, Frédéric Faure. La grand-messe annuelle du Front National, la fête des Bleus-Blancs-Rouges, a commencé par un office en latin, juste avant que la messe politique soit dite. Je dis au pays, je serai candidat. Tant il est vrai que comme au football ou au basket, il faut changer l'équipe qui perd et ses dirigeants. Il y en a une pour tout le monde. Les communistes, les socialistes, le gouvernement, Jacques Chirac, mais aussi Philippe de Villiers. Un candidat éventuel dont on reconnaît ici qu'il chasse sur les mêmes terres, mais en qui on refuse de voir un concurrent. Il y a l'original et la copie, quoi. Ça c'est le slogan. Quand on vote Front National, bon, on vote Front National, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi que M. de Villiers prendra des voix à M. Le Pen. Puis de Villiers représente un côté plus, à mon avis, plus bourgeoise des idées du FN. D'ailleurs, je ne sais pas si M. de Villiers sera candidat. Je crois qu'il y aura beaucoup de candidats dans la classe politique. Par conséquent, il sera un parmi tant d'autres. Ce que j'ai à dire est tout à fait différent de ce que disent mes concurrents éventuels. Mais ici, aujourd'hui, peu importe la concurrence éventuelle. Ce qui comptait avant tout, c'est que Jean-Marie Le Pen se présente à l'élection présidentielle après 74 et 88, où il avait recueilli plus de 15% des voix au premier tour. Il se prépare donc pour 95 et il est le premier candidat à se déclarer officiellement. Alors que le gouvernement se penche une nouvelle fois sur le trou de la sécurité sociale, on constate qu'éthique médicale, les contraintes budgétaires ne font pas toujours bon ménage. Les CHU sont des hauts lieux technologiques et ils abritent des services très spécialisés, mais aussi très coûteux. Exemple de ce dilemme entre contraintes économiques et nécessité de sauver des vies, une unité de soins intensifs pour prématurés. Reportage au CHU de Tours, Jean-Daniel Flézaquier, Michel Levasseur. On n'a plus de machine, je te signale. Alors il faut bien dormir, mais il faut aussi penser à respirer. Ce n'est pas la première fois que Pierre, bébé né prématurément, arrête de respirer pendant de longues secondes. Mais dans cette unité de soins intensifs d'un hôpital universitaire, le personnel a l'habitude de ce type de situation. On réagit très vite. Pierre va vite beaucoup mieux. Et sa maman aussi. C'est très très rassurant. Parce qu'automatiquement, vous savez qu'il y a toute l'équipe médicale qui est autour, il ne peut rien lui arriver. Alors que quand vous êtes chez vous, vous êtes tout seul. La vie d'un enfant n'a pas de prix. Sauver un grand prématuré a un coût.
500 000 francs en moyenne. Rien que pour éviter par exemple de graves lésions des poumons, on dispose depuis quelques années d'un produit nouveau. Ce produit est administré sous la forme de 2 flacons, prix du traitement 10 000 francs. Et l'addition ne fait que s'accroître car les produits nouveaux arrivent sans arrêt, on réanime des prématurés de plus en plus petits et les contraintes économiques sont de plus en plus grandes. On nous a dit notamment avec l'apparition de nouveaux produits et notamment pour le traitement de la détresse respiratoire du nouveau-né, on nous a dit que nous coûtions très cher, mais ces produits sont indispensables. Sauver un prématuré coûte aussi cher que faire une greffe cardiaque. Les hôpitaux universitaires savent faire les deux, mais un jour il faudra peut-être choisir, faute de moyens. Alors aujourd'hui on pense en termes d'économie et on renforce la prévention pour essayer de limiter le nombre de prématurés. Il est tout à fait nécessaire que les mamans soient mieux suivies, qu'elles aient plus d'examens, qu'elles soient plus encadrées et plus aidées. Toutes ces grandes prématurités de ces enfants de 900, 1000 grammes ou moins de 1200 grammes sont plus souvent, pas toujours et loin de là, des mamans qui n'ont pas été suffisamment aidées et encadrées. Coincés entre la nécessité d'être à la pointe du progrès et l'obligation de gérer une certaine pénurie, les hôpitaux universitaires ont eux aussi bien besoin qu'on se presse à leur chevet. À Marseille, les négociations vont reprendre demain entre les dockers et leurs patrons, les aconniers. La discussion porte sur la mensualisation prévue par la loi des 250 derniers dockers intermittents sur le millier que compte le port de Marseille. Des négociations difficiles et parfois nerveuses. On se souvient de l'agression dont avait été victime le député RPR de Marseille, Renaud Muselier. Et cela parce que ces discussions remettent en cause le statut même d'une caste ouvrière et certains privilèges afférents. Reportage Valérie Hermite, Dominique Bonnet. Un chauffeur avec un point d'interrogation. Ça va. Voici le point névralgique de l'embauche des dockers intermittents, le bureau central de la main-d'œuvre. 2 fois par jour, des représentants des patrons, des ouvriers et du port organisent et répartissent le travail entre dockers. En priorité, il y a Camli qui n'avait pas travaillé le jour des événements, qui n'était pas embauché le matin, il faudrait le mettre. Bon, Camli, en tant que le principe est simple, un tour de rôle valable pour tous les dockers. Le but du tour de rôle, c'est quoi? Le tour de rôle, c'est que tout le monde à la fin du mois ait le même nombre de jours de travail et avec des salaires égaux. C'est ainsi que travaillent encore les derniers 250 dockers intermittents de Marseille. À chaque jour, un travail différent et s'ils n'en ont pas, ils reçoivent une indemnité de 200 francs payée par les patrons. 4 générations, il est passé dans le centre d'embauche. C'est pas du jour au lendemain qu'on va laisser. Ils veulent lever le centre d'embauche, pourquoi? C'est qu'ils ont des idées derrière la tête, les patrons. Le chômage. Hein. Plus le centre d'embauche égale chômage. Hein. C'est simple. Ce centre d'embauche, les intermittents comme les dockers déjà mensualisés se battront pour le garder. C'est pour eux une sécurité en cas de licenciement qu'ils redoutent et une tradition à défendre. Une tradition issue de leur statut de 1947. C'était alors la grande époque, quand la liberté des dockers était très large. Si on pouvait travailler le matin, on pouvait, si on pouvait descendre l'après-midi, on voulait, on faisait ce qu'on voulait, quoi. On était un peu nos petits patrons. Mais aujourd'hui, les temps ont changé et le statut des dockers n'est plus en odeur de sainteté. Accusés de paralyser les ports avec leur grève, on leur reproche également leur salaire, entre 16 et 23 000 francs bruts par mois. Eux répondent acquis sociaux et lutte ouvrière. Les jeunes de qui sont mal payés, c'est pas nous qu'on est trop payés. C'est mérité, vous croyez, votre salaire? Ouais. Je veux. Ouais. Mon père s'est battu, leur père s'est battu, et on est là pour garder ce qu'on a pu gagner à la sueur. Nous, on est là pour garder le peu qui reste. Le peu qui reste, c'est déjà beaucoup aux yeux du patronat. Sûrs de leur pouvoir, les dockers ont toujours défendu, pied à pied, point par point, ce qu'ils appellent leurs acquis sociaux, ce que d'autres nomment leurs privilèges. La mensualisation totale sonne pour eux un peu comme la fin de leur liberté, alors ils la négocient chèrement. À l'occasion des Journées du patrimoine organisées pour la 11e année consécutive, 6 à 7 millions de Français ont profité du week-end pour partir à l'assaut de plus de 10 000 bâtiments et monuments historiques. Certains habituellement très fermés comme l'Élysée avec 4 heures d'attente, le Quai d'Orsay, l'Académie française ou encore l'Hôtel de Ville de Paris. Mais le patrimoine, ce n'est pas seulement les lambris dorés des ministères, les châteaux, les cathédrales ou les églises romanes. Il y a aussi le patrimoine industriel. Exemple, les visiteurs se sont bousculés à Oigny, dans le Nord, près de Douai, pour visiter les derniers puits de mine fermés il y a maintenant 4 ans. Visite sentimentale dans la patrie de Germinal, avec nos correspondants dans le Nord, Nathalie Dolé, Gilles Balbastre. On va faire un groupe de 35, un peu plus. Hein. Allez-y.
On se bousculait à la fosse neuve ce week-end, comme si la mine avait retrouvé son activité, son agitation, sa vie. Plus de 2000 personnes ont voulu entrer dans la mine, lieu de toutes les légendes et dévoreuses de temps de vie. Cette ouverture exceptionnelle de 2 jours a permis à toute une population si longtemps impliquée dans le travail du charbon de sentir, toucher, ressentir, apprendre et partager la vie de mineur. Mon père était mineur et puis c'est un métier qui était dur, alors je voudrais faire voir à mes enfants comment c'était, quoi. Et en même temps, je fais découvrir à ma fille, puis je me le fais découvrir en même temps parce que je ne savais pas réellement ce que c'était, quoi. Évidemment, tous les puits sont aujourd'hui bouchés et seul le carreau de la mine, les installations de surface sont à visiter. Les jeunes en ont vaguement entendu parler, les plus âgés regrettent souvent de ne pas avoir vu la mine en exploitation. À l'époque, on ne visitait pas. Notre jardin, c'est le mur de la fosse, vous voyez, puis c'est la première fois que l'on vient. Vous avez attendu 38 ans avant de pouvoir la visiter. Oui. C'est ça que madame regrette qu'on n'a pas fait les portes ouvertes comme partout maintenant, qu'on aurait vu malgré tout ce que c'était que la cage quand elle descend là. Alors on ne peut qu'être frustré de ne pas pouvoir descendre au fond. Il reste néanmoins le récit des guides, tous d'anciens mineurs, tous fiers aujourd'hui d'être l'objet de tant de curiosité. Je suis même étonné que les gens, comment je pourrais dire, ils prennent tant d'importance, ils posent des questions et ils veulent savoir. Ça vous fait plaisir, ça? Ah ouais, ça se voit. Ce qui se voyait en tout cas aujourd'hui, c'est que la mine est un patrimoine certes, mais d'abord un patrimoine humain. Autre exemple de patrimoine industriel, la Sotteville-lès-Rouen, cette fois avec un véritable trésor, une locomotive Pacifique 231 datant de 1922. Reportage Gérard Dalmas, Daniel Lefebvre. Dans le matin frisquet, il y avait déjà du monde sur la passerelle à Sotteville-lès-Rouen pour guetter le panache d'une locomotive de légende. Depuis des mois, les fanats de la vapeur avaient retenu leur dimanche pour le rendez-vous avec la fabuleuse Pacifique 231, type Fulgurex 1922, dont il reste seulement quelques exemplaires au monde. Vendue, donc sauvée pour un franc symbolique au Pacific Vapor Club de Sotteville, cette machine est classée mobilier historique en 84, puis restaurée par des anciens cheminots, 8000 heures de travail. Cette Pacifique brûlait de participer aux 11e journées du patrimoine avec une balade Sotteville-Rouen-Dieppe, 67 km. Jusqu'en 68, cette machine dite de vitesse tirait des rapides à 130. D'ailleurs, c'est une loco de ce type qui avait le rôle-titre dans La Bête humaine avec Jean Gabin. Depuis une dizaine d'années, notre patrimoine historique se diversifie, s'élargit, en particulier au patrimoine industriel. L'État finance donc pour moitié l'entretien coûteux de la Pacifique 231. Si le modeste Pacific Vapor Club de Sotteville maintient la pression, sa machine à souvenirs est sur les rails, au moins jusqu'en l'an 2100. Il fait presque partie de notre patrimoine. Je veux parler bien sûr du loup des Vosges, les Vosges où l'on fait feu de tout bois pour capturer l'animal dont le sexe est pour l'instant indéterminé. Un loup originaire du Canada a été sorti d'un zoo de Moselle pour servir en quelque sorte d'appât à son congénère qui déjoue les pièges les plus sophistiqués depuis maintenant 3 mois. Mais rien ne prouve qu'il tombera dans le panneau. Commentaire Vincent Guérard. La voilà qui sort là. La voilà qui va être sortie là. Hein. La voilà donc la solution pour éviter le ridicule. Une louve en cage venue d'un zoo voisin pour tenter de piéger le désormais célèbre loup des Vosges. Un piège dissimulé devant la cage et actionné à distance. La louve est d'origine canadienne, cela suffira-t-il? Parce que notre loup, ça fait quand même 3 mois qu'il nargue les chasseurs qui commencent à en avoir ras le képi. On a encore une semaine avant l'ouverture de la chasse, c'est-à-dire qu'après la solution là, on n'a plus beaucoup de solutions ou de pratiques à mettre en œuvre parce qu'on aura tout essayé. On s'énerve tellement du côté de Dommartin et de Senonges que même le préfet s'est mis de la partie périmètre de sécurité, on ne passe plus. La circulation est formellement interdite. Et on ne rigole plus non plus. On rigole d'autant moins que cette solution devrait marcher. Les hurlements et l'odeur de la louve devraient attirer le coquin. Enfin, devraient.
Et on dit que le loup a des facultés olfactives qui peuvent lui permettre de déceler une présence animale ou amicale ou à 1,5 km. Comme il est dans un rayon qui correspond à peu près à cette distance-là, on peut espérer qu'il va déceler sa présence rapidement. Dispositif fin prêt ce soir. Les chasseurs s'apprêtent à veiller 24 heures sur 24. On a même éloigné les journalistes pour, paraît-il, éviter aux loups de se tromper rapport aux odeurs. Alors, notre garde-chasse mangera-t-il ses jumelles? Notre louve réussira-t-elle à séduire le beau mâle? La chasse pourra-t-elle s'ouvrir dimanche prochain? Notre loup tombera-t-il dans le panneau? Suite au prochain épisode. En football, en championnat de France, Lyon s'est offert tout à l'heure une belle victoire face au champion sortant, le PSG, battu 2-0. Lyon conforte donc sa deuxième place au classement. Commentaire Laurent-Frédéric Bollet. Au stade Gerland, après les concerts de Pink Floyd, c'est le football qui reprend ses droits. Lyon-PSG l'affiche pour une deuxième place potentielle au classement. Lyon en blanc, le premier en action. Amoros, Gava et puis Maurice, le jeune avant-centre. Lama est sur la trajectoire. Les Parisiens réduits à 10 après l'expulsion de Dieng. Ça ne les empêche pas forcément de mal jouer. Guérin, puis Weah qui tergiverse, mais il y avait peut-être un petit quelque chose. Luis Fernandez en tout cas est inquiet, moins peut-être que Patrice Colter. L'arrière parisien patauge en début de seconde mi-temps. James Debat n'en demandait pas tant. L'attaquant du Liberia rentré en cours de match. À chaque fois que ça a été le cas cette saison, Lyon a gagné. Et Lyon va gagner. 90e minute, Stéphane Paille place un petit coup de tête qui crucifie les Parisiens. Lyon désormais seul deuxième au championnat. Pour son grand retour au bol d'or, après 7 années d'absence, la firme Yamaha a frappé un grand coup avec la victoire cet après-midi sur le circuit du Castellet de la 750 YZR des frères Saron, associée au nippon Nagai, au prénom tout à fait prédestiné Yasumoto. Thierry Curté. Le bol d'or cette année, une histoire de famille. Ensemble, les frères Saron ont emmené une Yamaha d'usine à la victoire, un retour triomphal après 7 ans d'absence. Ils ont su attendre le bon moment. Longtemps deuxième derrière la Kawasaki emmenée par Battistini, c'est à la faveur de la nuit et après 8 heures de course qu'ils passent en tête. Une nuit particulièrement difficile, un vent violent, soufflant en rafale, a fait chuter de nombreux concurrents, y compris sur des machines officielles. Du coup, exit les deux Ducati ou les deux premières Kawasaki. Et dès le petit matin, la Yamaha des frères Saron, associée au japonais Nagai, n'avait plus qu'à gérer son avantage. Profitant des chutes des favoris, c'est un équipage britannique privé emmené par Steve Manley sur Kawasaki qui s'emparait de la deuxième place devant la Suzuki d'Hervé Moineau. Adrien Morias, en terminant 6e, remporte le championnat du monde d'endurance. Certains donc passent 24 heures en chevauchant une moto, d'autres au volant de puissants bolides, et certains n'hésitent pas à courir sur leurs petites jambes 1440 minutes sans interruption. Le championnat de France de grand fond s'est déroulé ce week-end à Courson, près de La Rochelle. Reportage de nos envoyés spéciaux Yann Lavoie, Céline Remlinger. Ils ont les yeux rougis par le manque de sommeil, les traits marqués par l'effort, mais ils ont tous le sourire. Heureux d'en avoir fini. Leur course, leur défi avait débuté 24 heures plus tôt sur la place d'un village à Courson, en Vendée. 6 femmes, 42 hommes et un seul objectif, parcourir le plus de kilomètres possible en 24 heures. Le circuit fait un peu plus de 700 mètres, les coureurs tournent donc, tournent et tournent encore. Pour comptabiliser le nombre de tours et de kilomètres parcourus, une cinquantaine d'officiels se relaient. Très vite, la complicité s'établit entre eux et les coureurs. Après plusieurs heures de course, le public est toujours présent et admiratif. Moi, c'est du sport, c'est bien, c'est formidable. Mais moi, j'aime bien la fête, alors. Et puis vient l'heure des premiers repas. L'alimentation est primordiale pour eux, comme pour leurs accompagnateurs qui n'en perdent pas une bouchée. 9 heures que la course a débuté, la nuit va tomber et les meilleurs ont déjà parcouru plus de 100 km. Mais c'est lorsque vous êtes seul, la nuit, qu'une course se gagne ou se perd. Lorsqu'il fait froid, lorsqu'il faut se forcer à courir, lorsqu'il faut se forcer à s'alimenter. Le potage, finalement, c'est ce qui passe le mieux. Hein, ouais, mais ils sont tous remarquablement bien préparés. Les kinés et les docteurs n'ont pas eu beaucoup de travail. Biologiquement, c'est des machines qui peuvent tourner 24 heures. Hein. Il n'y a aucun problème pour eux. Pour nous, il y en aurait beaucoup, mais pour eux, il n'y en a aucun. Au petit matin, 3 femmes et 3 hommes auront pourtant abandonné, certains parce qu'ils avaient perdu toute chance de gagner. Les 40 autres tournent toujours et encore,
La force mentale doit désormais suppléer la force physique qui fait défaut. Quelle abnégation, quelle volonté. Marie Bertrand, elle, a passé la nuit sans encombre. À 8 h du matin, elle bat même le record de France qu'elle va pulvériser. 3 heures plus tard à l'arrivée, elle a parcouru 231 km et ne donne pas l'impression d'avoir souffert. Non, pas du tout. Les 4 dernières heures, l'enfer, parce que j'ai des problèmes digestifs. Marcel Foucault devient lui champion de France chez les hommes avec 250 km effectués en 24 heures. Les autres n'auront pour seule récompense que les vivas du public qui aura découvert à Courson les abysses du grand fond. Bravo, on a coutume de dire que la musique adoucit les mœurs, ce n'est pas tout à fait le cas à l'Opéra Bastille pour les ultimes répétitions de Simon Boccanegra, le célèbre opéra de Verdi, avec pas mal d'électricité dans l'air. Reportage Thierry, Patrick Deschmaker. Quel talent ce Verdi pour mobiliser autant de caméras. Hier soir, les journalistes n'étaient pas là pour l'œuvre Simon Boccanegra, mais plutôt pour le feuilleton de l'été qui a concurrencé Jalna, Maître Tchoum, le chef d'orchestre qui ne veut pas se laisser mener à la baguette, contre l'actuel et futur directeur de l'opéra, Hugues Gall, qui ne veut plus partager les pouvoirs. Résumé des épisodes précédents. Hugues Gall veut les pleins pouvoirs, Maître Tchoum résiste, la direction remplace Tchoum par Jung. Tchoum va devant les tribunaux qui lui donnent raison et l'orchestre le soutient. Jung part, Tchoum reste, Tchoum ne quittera donc l'opéra que le 14 octobre. Dans la vie et dans le travail, il y avait deux choses d'importantes. C'était l'amour et le respect pour la musique. Et la même chose pour les musiciens. Point final. Hier soir, la direction observait les journalistes qui observaient Tchoum, qui observaient l'orchestre, qui observaient la partition, car il y avait quand même un spectacle avec l'américaine Kellen Espérian. Je vous remercie avec tout mon cœur. Fin de l'ultime répétition. Celui qui a travaillé 5 ans et su redonner confiance à un orchestre fragile va le saluer, presque pour la dernière fois. Je crois qu'on a passé les plus beaux 5 ans de notre vie avec toi. Je crois qu'il est temps que le public le sache. On avait tous le cœur serré, on jouait le maximum de ce qu'on pouvait donner. Quelques-uns avaient les larmes aux yeux parce que je ne voudrais pas le voir partir. Voilà. Même très bien. F-I-N, fin, jusqu'au prochain épisode. C'est l'un des grands événements cinématographiques de la rentrée, la sortie mercredi du film Le Colonel Chabert, première réalisation d'Ivangelo, le talentueux chef opérateur de Nocturne indien, Un cœur en hiver ou encore Tous les matins du monde. Librement adapté du roman de Balzac, Le Colonel Chabert est l'histoire de la résurrection gênante d'un mort, d'un glorieux soldat de l'Empire que l'on a cru tuer lors de la bataille d'Eylau et qui va lutter farouchement pour retrouver son nom et par là son honneur. Le colonel Chabert est interprété par Gérard Depardieu qu'a rencontré Nicole Cornu-Langlois. Chabert, colonel, je commandais un régiment de cavalerie à Eylau où je suis mort le 8 février 1807. Gérard Depardieu est Chabert, homme foudroyé, pathétique, mais jamais pitoyable. C'est quelqu'un qui essaye de se faire accepter. C'est quelqu'un qu'on refuse. C'est quelqu'un qui a été tué et qui n'est pas mort. Voilà. Quand il s'aperçoit qu'on ne veut pas le réintégrer parce qu'il y a trop d'intérêt en jeu, alors là, ça devient un conflit magnifique à jouer. C'est difficile à vivre. C'est certainement difficile à vivre, une perte d'identité. La mémoire, c'est comme ça, en tout cas la mienne. Tout est éteint. Sauf des endroits qui brillent comme des brasiers, et qui, eux aussi, peuvent s'éteindre. C'est un fou. Cet homme étant enfermé. La camisole à part, c'est tout ce qu'il mérite. De jour, de nuit, ça me rappellera ton temps, madame la comtesse. Ça plaît toujours la vie d'une casse au tribunal. Vous verrez que je suis fou. Les personnages de Balzac sont doubles. C'est-à-dire qu'il y a le bien et le mal, il y a le noir et le blanc. Il y a cette force qu'ont tous les personnages de Balzac, du plus minable au plus élégant.
Charenton, je vais la tuer. Vous seriez pris et guillotiné comme un misérable. Je vais reprendre la plaque de la Légion d'honneur. Je vais la confier à un graveur. Il y inscrira votre nom. Et renoncez à tuer cette femme que vous seriez capable de manquer, ce qui serait une faute impardonnable. Affaire judiciaire, fable ou réalité, Balzac aurait aimé cette rencontre Chabert-Depardieu, deux personnages hors du commun, grandiose. Cette toute dernière information venue de Vienne, la capitale autrichienne, réputée pour ses pâtisseries. Figurez-vous qu'un ouvrier autrichien a eu une surprise plutôt désagréable en mordant dans un gâteau aux noisettes et en y découvrant une fève inattendue, un orteil humain, qui a été confisqué par la police à la recherche maintenant du propriétaire. Je vous souhaite un excellent appétit. Dans quelques minutes, la relève de et avec Clint Eastwood. Vers 1h du matin, le dernier journal, le journal de la nuit, avec Catherine Sellac. Demain, Gérard Leclerc recevra dans les 4 vérités à 7h50 l'ancien ministre Claude Chesson pour parler bien sûr de l'Algérie et encore de la crise en Haïti. Demain, vous retrouverez à 13h Daniel Bilalian et à 20h Étienne Lénart. Dans un instant, la météo, Nathalie Réoué, qui nous promet un léger radoucissement. Excellente soirée, merci.